Ok, donc bonjour à tous. Je vous remercie pour votre participation aux ateliers DSN qui sont animés par la MU. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat, le lien du support pour que vous puissiez le télécharger. Donc, en mode présentation, je n'ai plus accès, je ne vois plus le chat, donc je ne vois pas vos commentaires. Si vous avez une intervention, je vous remercie de poser vos questions dans le chat. De bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît. Je vous informe que cette visioconférence est enregistrée et qu'elle sera disponible en replay sur le site web de la MU. Donc, nous allons pouvoir démarrer parce que il est 35. OK. Donc, je vous rappelle le contexte de cet atelier. Dans le cadre du partenariat avec le CISIR, l'AMU est chargée d'animer ces ateliers DSN pour transmettre aux établissements d'enseignement supérieur les informations nécessaires à la mise en œuvre de la DSN qui arrivera dans vos établissements au 1er janvier 2022. Donc, je vous remercie de bien vouloir vous poser vos questions uniquement dans le chat afin de pouvoir les partager au CISIR. Je vous informe que les réponses aux questions que vous avez posées lors de la webconférence du 6 avril sont disponibles sur notre site web dans la rubrique conférences. J'ai reçu ce matin les réponses aux questions que vous avez posées lors du premier atelier. Donc, je pense vous les mettre à disposition d'ici la fin de la semaine parce qu'elles nécessitent un petit traitement et je dois les mettre à disposition pour notre service com. Et pour ceux qui n'ont pas pu participer au premier atelier, celui-ci ainsi que le support de présentation sont disponibles sur le site web de la MU dans la rubrique Atelier. Donc, nous allons donc débuter ce deuxième atelier sur la gestion des structures et des affectations et l'identification de l'agent. Les diapositives qui vous sont projetées aujourd'hui sont les documents qui ont été présentés lors du deuxième atelier interministériel qui a été animé par le CISIR et la DGFiP le vendredi 9 octobre 2020. J'ai toutefois reporté dans la partie commentaires des compléments d'information ou des réponses aux questions qui ont été posées lors de cet atelier interministériel. Je suis donc chargée de vous partager aujourd'hui ces diapositives. Excusez-moi. Nous allons donc débuter cet atelier sur la gestion des structures et aborder la notion d'employeur. Tout d'abord, je vous rappelle qu'il existe une fiche consigne dans la série des incontournables de la DSN, élaborée par le CISIR. Il s'agit de la fiche consigne numéro 1 qui s'appelle « La gestion des SIRET dans le CTDSN » et je vous conseille de la télécharger dans la partie « Documentation, les incontournables ». Je vous mettrai le lien dans le chat tout à l'heure. Donc, nous allons donc commencer cet atelier. Alors, selon l'article R123-220 du Code du commerce, l'INSEE tient un répertoire national des personnes physiques exerçant une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et des collectivités territoriales et de leurs établissements lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers, lorsqu'ils emploient du personnel salarié ou lorsqu'ils sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transports financiers publics. Ce sont donc les numéros SIREN et SIRET qui sont les immatriculations et qui permettent d'identifier une personne morale de droit public ou privé ou un service de l'État dans ses relations avec les organismes publics et les administrations. Le numéro SIREN, qui signifie Système d'identification du répertoire des entreprises, identifie la structure juridique en tant qu'entité. Il s'agit donc d'un code unique et invariable tout au long de la vie de l'entreprise.
Il est composé de 9 chiffres, dont une clé de contrôle. Le numéro SIRET, qui signifie Système d'identification du répertoire des établissements, identifie chaque établissement de l'entité. Il est composé de 14 chiffres, les 9 chiffres du numéro SIREN, plus les 4 chiffres du numéro interne de classement, plus une clé de contrôle qui permet de vérifier la validité de l'ensemble du numéro SIRET. Un petit moyen mnémotechnique pour distinguer le SIREN et le SIRET. Le SIREN se termine par EN comme entreprise et le SIRET se termine par ET comme établissement. Il n'y a qu'un seul numéro SIREN par entité, mais une entité peut se voir attribuer plusieurs numéros SIRET. Plusieurs numéros SIRET distincts si elle a d'autres établissements en plus de son siège social. Et c'est grâce à ces numéros d'identification que l'administration peut recenser toutes les personnes morales de droit privé ou public et leurs établissements se trouvant sur le territoire national dans un répertoire SIREN, donc SIRENE, pour système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements. Le répertoire SIREN enregistre l'état civil des structures. La DSN est déposée par établissement et donc par le SIRET de l'employeur qui est inscrit dans le répertoire SIREN de l'INSEE. Dans le CTDSN, donc le CTDSN, je vous rappelle que c'est le concentrateur traducteur de la DSN. Dans le CTDSN, la notion d'employeur est donc retracée à travers celle d'établissement. Un référentiel spécifique des entités déclarées et de leur attribut est paramétré. Il y a tout d'abord une section information établissement qui précise les données générales d'identification de l'établissement, c'est-à-dire le NIC, qui est le numéro interne de classement qui correspond aux 5 derniers chiffres du numéro SIRET, le SIREN, le statut INSEE, la désignation, le code APN, le code APET, l'adresse, etc. Donc ça, c'est la section information établissement. Il y a également une section référence des organismes de protection sociale qui porte différents éléments, le SIRET de l'organisme, le SIRET payeur, le code caisse MSA, le code de paiement, le code et la date de la convention chômage, le code d'affectation assurance chômage, etc. Et enfin, une section fraction qui contient le SLR, le service liaison rémunération, le ou les points de dépôt de la déclaration, le numéro de fraction et le nombre total de fractions sur le point de dépôt. L'établissement dans le CTDSN, donc le référentiel des établissements dans le CTDSN est constitué de l'ensemble des établissements pour lesquels une DSN devra être déposée sur la plateforme Net Entreprise du GIP MDS. La norme DSN contrôle que le SIRET officiel au titre duquel est connu et actif au répertoire SIREN. La mise en conformité des immatriculations INSEE par les employeurs conditionnera donc le bon dépôt des DSN. Les employeurs, c'est-à-dire les ministères et les établissements publics, doivent donc s'assurer que le SIRET, relatif à leur structure déclarative soit bien immatriculé auprès de l'INSEE. Concernant le SIRET gestion paye, celui-ci sera conservé en tant qu'identifiant du gestionnaire interne à l'application paye paysage. Donc, il sera conservé par la DGFiP, mais il ne sera pas utilisé en DSN. Donc, quelques petites réponses à des questions qui ont été posées lors des ateliers interministériels.
Alors, les DSN seront transmises sur quel SIRET? Le SIRET paye ou bien le SIRET de l'établissement. Donc, dans le cadre du changement de l'outil déclaratif, on passe au SIRET officiel, donc celui qui est visible au répertoire Sirène. Ce SIRET officiel se substituera au SIRET gestion paye qui commence par 10. Il s'agit de pseudo-SIRET. Sur les bulletins de paye figurent désormais les employeurs, figurent désormais les SIRET officiels de l'employeur et du lieu de travail. Donc, comme je vous disais, le SIRET gestion paye est conservé dans l'application Paye Paysage, mais uniquement comme identifiant interne, car structurant pour la rupture des états et leur mise à disposition sous PDF Edit. Il ne sera donc pas utilisé en DSN. Donc, les employeurs doivent désormais apporter une vigilance particulière sur la gestion de leur SIRET, notamment en cas de création d'une nouvelle structure. L'immatriculation doit être obligatoirement réalisée auprès de l'INSEE. En cas de changement de SIRET, il ne faut pas effectuer de radiation de l'ancienne SIRET tant que le nouveau SIRET n'est pas encore ouvert pour pouvoir continuer à réaliser les dépôts de DSN. Il faut également avoir un point de vigilance en cas de fermeture d'une structure, car il est possible d'émettre une DSN pour un SIRET fermé dans un délai de 12 mois, ce qui permet la gestion des rappels. Également, en cas de déménagement d'une structure, la nouvelle adresse doit faire l'objet d'une modification auprès de l'INSEE. Comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut fermer le SIRET que lorsque l'ensemble des déclarations a été réalisé, c'est-à-dire lorsque les écritures comptables ont été arrêtées. Il devient donc désormais impératif que les établissements puissent organiser cette nouvelle activité qui doit être clairement identifiée dans l'organisation afin que cette gestion puisse devenir pérenne dans le temps. Ceci en identifiant un référent SIRET ou une entité centralisatrice, ce qui permettra les échanges et permettra un meilleur suivi des changements organisationnels intervenus au cours d'années au sein d'une structure. Il conviendra également de transmettre à la DGFiP la fiche employeur complétée. Donc, la fiche employeur, elle est en incrustation dans le PowerPoint. Vous avez un exemple dans cette slide, donc en incrustation, c'est la fiche employeur SIRET. Et elle comprend le numéro de SIRET, donc à la création d'un nouvel établissement, le nombre total de fractions et le numéro de fraction, le code convention, chômage, la date de contractualisation et le code du service comptable de l'employeur auquel la facturation doit être adressée, uniquement donc pour les conventions de gestion. Le compte IRCANTEC, donc à la création d'un établissement. Donc cette fiche devra être adressée obligatoirement à partir du 1er janvier 2022 pour toute demande de code admin à la DGFiP. Une communication vous sera adressée par la DGFiP dans les prochains mois. Il devient donc essentiel, comme il est noté sur la slide, que l'activité liée au SIRET soit organisée au sein de vos établissements pour pouvoir améliorer et organiser les échanges. Alors, une petite question qui a été posée lors d'ateliers. Comment détermine-t-on le nombre total de fractions en DSN? Donc, qu'est-ce que c'est aussi que la notion de fraction en DSN? Donc, il peut arriver que certaines organisations distinguent dans la paye des agents, en fonction du type de population, plusieurs fractions. Pour ce faire, elles procèdent donc au fractionnement des déclarations. Le principe de fractionnement concerne donc de manière générale la gestion de deux échéances déclaratives différentes sur le même SIRET, mais aussi la gestion dans différents systèmes de paye ou l'organisation de la paye de manière distincte pour des agents d'un même établissement.
Une autre question qui avait été posée, un établissement peut-il avoir une DSN via l'APSOP et une DSN via une paye en propre, comme par exemple la gestion des intermittents du spectacle qui se fait hors PSOP. Donc la DSN prévoit que les établissements qui auraient des populations relevant du régime public d'une part et du régime privé d'autre part puissent déclarer la globalité de leur population par le biais d'une fonctionnalité de fractionnement. Les employeurs devront préalablement à la bascule 2022 préciser le nombre de fractions et leur ordre de déclaration de leur population à la DGFiP. Une fiche de renseignement a normalement dû ou devra vous être adressée qui permettra de collecter cette information et cette fiche devra être retournée au SLR. Donc, voici un schéma sur le processus de vérification des structures déclaratives dans le CTDSN, également au niveau de la DGFiP et au niveau de l'INSEE. Donc, dans son schéma, on part de l'employeur, dans lequel il y a une modification de l'organisation. Donc, l'employeur va demander à l'INSEE une demande d'immatriculation. L'INSEE va réceptionner cette demande d'immatriculation, va traiter l'immatriculation de la nouvelle structure. Il va l'enregistrer au répertoire Sirène et il va notifier à l'employeur le numéro SIRET. Parallèlement, ensuite, l'employeur devra communiquer à la DGFiP et demander un code d'administration. La DGFiP va demander un numéro de contrat IRCANTEC, va transmettre le numéro de contrat IRCANTEC aux organismes de protection sociale. Il va également transmettre le code admin et le SIRET IRCANTEC pour la création d'Enpaye. Il va mettre à jour un fichier qui s'appelle DEDV qui est partagé avec les organismes de protection sociale et il va transmettre à l'employeur les informations pour la création dans le SIRH. La DGFiP donc, va intégrer ces informations dans Paye et l'employeur va également intégrer ces informations pour pouvoir les transmettre dans la paye, dans le fichier geste. À la suite de ça, dans paye, ces informations vont être transmises dans le CTDSN. Il va y avoir un contrôle et une récupération de certains attributs. Ce contrôle donc, va collecter des attributs complémentaires au niveau de la DGFiP, au niveau des organismes de protection sociale. Parallèlement à ça, l'INSEE aura fait un contrôle de cohérence avec le Sirène et les informations complémentaires. Le CTDSN va également contrôler collecter des attributs complémentaires auprès de l'employeur. Une fois que toutes ces informations ont été contrôlées et validées, cela pourra être transmis à Net Entreprise et il y a également ce contrôle de cohérence avec le répertoire Sirène. Nous allons maintenant aborder la gestion des affectations. Alors pourquoi? Parce que le CTDSN a besoin de connaître également les SIRET lieux de travail. Les SIRET lieux de travail correspondent à l'emplacement physique des lieux de travail des agents. Alors dans Paye, ces informations
sont contenus dans un fichier qui précise les rubriques SIRET et le code commun INSEE du référentiel des postes d'affectation, le code poste TG. Ce fichier est mis à jour à partir d'une table de correspondance qui est enrichie du SIRET officiel et du code commun INSEE associé. Cette table de correspondance est donc établie en lien avec l'INSEE et le CISIR. À noter que plusieurs postes peuvent se situer sur le même SIRET et lieu de travail. Donc, en résumé ou en conclusion, les employeurs doivent donc désormais apporter une vigilance particulière sur la gestion de leur SIRET d'affectation et notamment pour les points suivants. En DSN, les lieux de travail font référence au lieu physique d'affectation des agents. Le lieu de travail est rattaché au code commun INSEE qui fait le lien avec le barème des taux de versement mobilité applicable à la résidence administrative. En effet, ce taux de cotisation versement mobilité est différent selon les communes. Cette information alimente le bloc lieu de travail de la DSN. Donc en DSN, on parle de bloc. Donc cette information alimente le bloc lieu de travail de la DSN. La déclaration du code commun INSEE est donc obligatoire dès lors que le lieu de travail est situé en France. En revanche, lorsque le lieu de travail est situé à l'étranger, deux modalités déclaratives distinctes s'appliquent. Le lieu de travail à l'étranger doit faire l'objet d'une déclaration. Pour cela, le code pays doit être renseigné, tandis que la rubrique code commun INSEE de la DSN sera absente de ce bloc dès lors que le lieu de travail qui est déclaré est situé à l'étranger. De plus, les SIRET des postes d'affectation doivent également faire l'objet d'un suivi en cas de fermeture ou de modification d'adresse physique du travail des agents. Il est à noter cependant que les rejets sur ce bloc, du fait du non ou d'une mauvaise sirétisation des codes postes, n'impactent pas le dépôt des DSN, mais entravent leur qualité. Je voulais également porter à votre connaissance qu'il a été également constaté que plusieurs codes postes étaient sirétisés à 0, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une multitude, il n'y avait que des zéros dans le numéro SIRET. Et ces anomalies-là, par contre, provoquent des rejets qui doivent être absolument corrigés. Donc, en résumé, il devient désormais essentiel, premièrement, que les lieux de travail soient bien sirétisés, ainsi que les codes postes TG portent bien cette information. Elle sera nécessaire à la création d'un paysage. Deuxièmement, que les SIRET des postes d'affectation fassent l'objet d'un suivi en cas de fermeture ou de modification d'adresse physique du travail des agents. Troisièmement, il est essentiel que les acteurs impliqués dans ce processus lié au SIRET soient bien identifiés dans vos établissements. Il est donc essentiel, et enfin, et en conclusion, il est donc essentiel qu'un circuit clair de transmission de l'information aux acteurs concernés soit défini. Donc, pour pouvoir contrôler si vos SIRET sont bien actifs, donc c'est le répertoire Sirène. Il me semble que j'ai mis le lien dans le PowerPoint. Sinon, vous tapez Sirène sur Google et vous tombez sur le répertoire
sirène de l'INSEE. Ces informations sont également, toutes les informations qui ont été dites dans ces slides sont également reprises dans la fiche des incontournables concernant le SIRET. Voilà, donc en ce qui concerne le SIRET, nous avons terminé cette première partie. Je vous avoue que ce n'est pas vraiment ma spécialité, le SIRET. Donc, si je n'ai pas été claire dans la transmission des diapos qui vous ont été diffusés, veuillez m'en excuser, mais j'ai essayé de vous traduire le plus simplement possible les informations assez complexes et techniques concernant le SIRET qui était dans ces diapositives. Donc, nous allons démarrer maintenant la deuxième partie qui concerne l'identification des agents. Donc, autant la première partie que nous venons d'aborder concernait l'identification des établissements via les SIRET, parce que les DSN sont déposés par SIRET, donc c'est l'immatriculation des entreprises. Donc, il est extrêmement vigilant. Il faut avoir une vigilance, je veux dire, pour pouvoir s'assurer que le SIRET sur lequel seront déposés les DSN sont bien actifs, parce que c'est l'immatriculation de vos établissements. Maintenant, nous allons aborder un deuxième point, c'est l'identification des agents, puisque les DSN se réfèrent à l'identification des agents, et une mauvaise identification ne permettra pas de pouvoir déposer les DSN ou les informations relatives à vos agents. Il existe également une fiche de la série des incontournables de la DSN qui est disponible sur le site web. Il s'agit de la fiche consigne numéro 6 qui s'appelle Info sur le bloc 30, individu. Donc, cette fiche est disponible dans la partie du dossier DSN sur le site web de l'AMU, dans la partie des incontournables. Je vous mettrai également le lien tout à l'heure sur le chat. Alors, la DSN, c'est une procédure unique, mais pour des destinataires multiples. Il est donc essentiel que l'identification des agents soit correcte. Pour rappel, donc les assurés sociaux disposent d'un numéro d'identification, le numéro d'inscription au répertoire, le NIR, qui est plus communément appelé le numéro de sécurité sociale. Donc, comme vous le savez, le NIR est unique et attribué par l'INSEE. Ce numéro est attribué dès la naissance. Donc, il permet l'édition de la carte vitale et est composé de 13 chiffres. Donc, je pense que vous savez ces informations, mais je préfère quand même les rappeler. Donc, le premier chiffre commence obligatoirement par un 1 ou par un 2, selon le sexe. Ensuite, il s'agit de l'année de naissance. Ensuite, le mois de naissance, le département de naissance et 99 si l'agent est né à l'étranger, le code INSEE de la commune de naissance ou le code du pays s'il est né à l'étranger, et le numéro d'ordre, le numéro d'inscription à l'INSEE, et ensuite une clé qui permet de vérifier si le numéro, le NIR est correct. Il existe certains cas particuliers du NIR. Par exemple,
il se peut que des mois de naissance soient supérieurs à 12 ans, qu'il y ait des NIR à 20 ou 30 ans, pour les assurés dont le mois de naissance n'est pas connu. Pour la Corse, il y a une particularité, le code département peut prendre également les valeurs 2A ou 2B. Pour les DOM, le code département est 97 et pour les COM, le code département est 97 pour les collectivités de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et 98 pour les collectivités. Un NIR doit obligatoirement commencer par 1 ou 2. Il ne faut absolument pas communiquer un NIR, utiliser un NIR qui commence par les chiffres 7 ou 8 qui sont attribués par la CPAM à titre provisoire. La CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie. Alors, au niveau des NIR provisoires, en DSN, lorsqu'un agent ne dépose pas de NIR définitif, la DSN doit l'identifier et déclare un numéro technique temporaire qui s'appelle NTT. Et ce NTT, ce niveau technique temporaire, doit être accompagné de toutes les informations possibles sur les éléments de naissance de l'agent dans les zones qui sont prévues à cet effet. Cependant, et c'est un point très important, c'est que lorsqu'un agent a un NIR provisoire en paye et donc un NTT en DSN, ce NTT est juste une donnée identifiante et structurante qui est destinée au système d'information DSN uniquement. Il ne s'agit pas d'une donnée de gestion, ce qu'il veut dire que le NTT ne permet pas l'ouverture des droits de l'individu auprès des organismes de protection sociale. Tant qu'un agent a un numéro provisoire, il ne sera pas reconnu et n'aura pas d'ouverture de droits auprès des organismes de protection sociale. Ensuite, la déclaration d'un NTT, donc NTT dans la DSN, donc la déclaration d'un NTT est temporaire. Celle-ci sera tolérée pendant une durée maximale de 3 mois. En effet, cette durée maximale est certainement due au fait que le NTT doit être une solution transitoire dans le temps afin que le salarié puisse disposer d'une immatriculation reconnue par la sécurité sociale. Ce qui implique, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'un agent qui n'a pas de numéro de sécurité sociale, mais un numéro transitoire, doit impérativement faire le nécessaire pour obtenir son numéro de sécurité sociale pour pouvoir lui ouvrir ses droits. Donc, ce qui implique qu'un agent qui n'a pas de numéro de sécurité sociale doit contacter sans délai sa CPAM munie de 2 pièces d'état civil afin de disposer d'un numéro d'immatriculation. Et c'est uniquement ce numéro de sécurité sociale qui sera l'assurance de la préservation de ses droits. Il est donc important et impératif de sensibiliser les agents sur ce point. Alors, une petite question qui avait été posée sur les numéros de sécurité sociale définitifs. Alors, les numéros de sécurité sociale définitifs seront-ils pris en compte tous les mois et non en fin d'année? Donc, la DGFiP renforcera ses contrôles et renforce les contrôles paye-paysage pour les agents en France
ou dans les DOM de 1946 qui devront être pris en charge avec un NIR définitif. En effet, petite information, les individus qui sont nés sur ce périmètre, donc nés en France ou dans les DOM de 46, sont immatriculés, je répète, les individus nés sur ce périmètre sont immatriculés dans les quelques jours suivant la déclaration de naissance à l'état civil. Donc, ils ont obligatoirement un numéro de sécurité sociale qui leur est propre. Dans le cas contraire, la prise en charge financière de ces agents sera rejetée par Paye Paysage. Par contre, dans le cas des personnes dont le département de naissance est servi à 98 ou à 99, le système actuel est maintenu. Au niveau du contrôle, il n'y aura pas de rejet dans Paye Paysage. En matière déclarative, si en paye, rien ne change en termes de prise en compte du numéro d'immatriculation définitif. Ce dernier est immédiatement utilisé dans la DSN mensuelle, donc la DSN afférente à la paye du mois, dès lors qu'il y a notification du mouvement 80 par l'employeur au SLR. Et le changement est pérenne chaque mois, c'est-à-dire qu'un agent qui a un numéro de sécurité sociale définitif, il faut absolument le mettre en paye et ne pas attendre la fin de l'année pour qu'en DSN, il soit pris en compte, même si au niveau de l'application paye, il sera pris en compte ultérieurement. En résumé, en DSN, un agent qui aura un NIR provisoire se voit doté d'un numéro technique temporaire qui permet de déclarer, mais qui ne permet pas aux organismes de protection sociale de constituer des droits, d'ouvrir ses droits. Un numéro transitoire pour un agent né en France provoque des rejets en DSN et est interdit. Donc, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre la fin de l'année pour corriger les NIR définitifs, puisque cette information est transmise dans la DSN mensuelle et permet de constituer immédiatement, dès qu'elle est transmise, les droits de l'agent. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, les contrôles renforcés de paye paysage sont prévus. Si un NIR est KO, le dossier de paye de l'agent sera rejeté. Voici quelques rejets qui ont été constatés au niveau des NIR. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans DSN, on parle de blocs. Donc, le bloc qui concerne l'identification de l'agent, l'individu, est dans la rubrique le bloc 30. Le bloc individu, pardon, c'est le bloc 30. Et il y a ensuite des rubriques qui sont identifiées par des numéros, 30001, 30002, etc., qui ont chacun un libellé et une identification bien spécifique. Donc, vous avez des exemples dans la fiche consigne des incontournables qui est mise en ligne sur le site web de la MU. Donc, les principaux rejets DSN qui ont été liés au NIR et qui ont été relevés sont en premier lieu un NIR avec une clé avec 3 zéros. Donc, la clé permet de vérifier la conformité. Un NIR avec une clé avec 3 zéros est rejeté. L'année de naissance ou le mois présent dans le NIR est différent de la date de naissance de l'agent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une incohérence entre les deux.
Au niveau de l'année de naissance, il faut qu'elle soit identique, l'année ou le mois doit être identique dans le NIR et dans la date de naissance. S'il y a une incohérence, soit dans l'un, soit dans l'autre, il y a de rejet DSN et ça provoque des anomalies. Donc, il est bien impératif de vérifier le NIR, mais également l'année de naissance, le mois de naissance, le lieu de naissance de l'agent, etc. Alors, il y a aussi un rejet particulier au niveau du NIR qui concerne la Corse, du fait que la création du département 2A et 2B ne s'est pas faite depuis la création des NIR. Donc, le département de naissance mentionné dans le NIR de l'agent n'existait pas au moment où l'agent est né. Pour les départements de la Corse, donc 2A, 2B ou 20. C'est-à-dire pour les agents nés en Corse avant 1976. Donc, il y a une explication sur ce point sur la fiche consigne des incontournables numéro 6 où il faut faire attention avec la cohérence du NIR, avec la date de naissance avant ou après 76 et lorsque les agents sont nés en Corse. Il y a également une fiche sur le site DSN Info, une fiche consigne dédiée. Vous avez le lien dans le PowerPoint qui permet d'en savoir un peu plus, mais c'est principalement la fiche consigne des incontournables qui vous permettra d'avoir des informations bien claires sur le bloc 30 des individus. Donc, en résumé, donc, il faut que vous ayez bien en tête qu'un NIR définitif est le seul moyen pour un agent de pouvoir avoir ses droits ouverts. Un NIR provisoire n'est juste un mode déclaratif qui ne permettra pas au niveau des organismes de protection sociale d'avoir ses droits ouverts dans le cadre de la déclaration DSN. Alors, je pense que l'atelier ne va pas durer 3 heures. Donc, si vous le souhaitez, on peut faire une petite pause maintenant avant d'aborder le bilan d'identification des agents, ce qui vous permet d'aller souffler un peu, pour moi aussi. Donc, je ne sais pas, alors je ne sais pas comment je fais pour voir. Non, ça c'est le partage. Je recherche, voilà, comment est-ce qu'on voit. Je ne vois pas le chat. Donc, si vous souhaitez, je vais arrêter le partage, voilà. Voilà. Est-ce que vous souhaitez faire une pause actuellement? Ok, donc je vois qu'il y a une majorité, enfin, qu'il y a des oui. Donc, il est 10h18. Hein. Je vous propose qu'on reprenne à 10h30. Ok, donc je vous remercie. À tout à l'heure à 10h30. Merci beaucoup.
Je vais activer. Donc, il est 10h31. Je vous propose de reprendre. Je voulais remercier Monsieur Delecourt de nous avoir mis à disposition un document à transmettre qui permet de savoir comment faire pour la démarche d'immatriculation. Donc, comme j'ai eu son accord, je vous le mettrai en ligne pour qu'il soit facilement accessible à tout le monde sur le site de l'AMU. Je vous ai mis dans le chat les liens sur les deux fiches consignes, la fiche consigne numéro 1 et la fiche consigne numéro 6, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vais vous mettre également un autre lien, c'est la fiche consigne numéro 1 sur les caractères interdits. Non, ce n'est pas le bon lien. Excusez-moi. Un petit clic. Copier.
Nous parlions donc de l'identification des agents au niveau du bloc 30, au niveau du nom et du prénom de l'agent, mais également au niveau de l'adresse. Il y a des caractères qui sont interdits et qui provoquent des rejets également en DSN. Donc, je vais repartager mon écran. Non, c'est pas ça. OK. Alors, du coup, voilà. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez parce que, voilà, oui, OK, c'est bon, parce que je ne voyais pas mon micro actif, donc, OK. Donc, nous allons maintenant aborder un cas concret qui est lié au dépôt de la DSN. Donc, c'est le bilan d'identification des salariés qui s'appelle le BIS. Mais avant d'aborder ce sujet, je vais vous faire un petit focus tout d'abord sur le Système national de gestion des identifiants, le SNGI. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le Système national de gestion des identifiants, le SNGI? Donc, plus précisément, le SNGI répertorie l'état civil et le NIR, le numéro de sécurité sociale, des personnes relevant d'un régime de sécurité sociale. Il est géré par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour qui il sert de référence en matière d'identité. Il est chargé d'attribuer le NIR des personnes nées à l'étranger et qui viennent travailler en France. Il est chargé de diffuser l'état civil et le NIR aux organismes de protection sociale. Quelles sont les informations qui sont contenues dans le SNGI? Il s'agit des informations sur l'état civil, dont le nom patronymique ou nom de naissance ou encore nom de famille, la liste des prénoms, la date et le lieu de naissance et le nom usuel. Il est alimenté quotidiennement par le répertoire national d'identification des personnes physiques, le RNIPP. Le RNIPP est tenu par l'INSEE pour les personnes nées en France. À l'inverse, il alimente le RNIPP pour les personnes nées hors de France. Il permet aussi de rechercher un assuré à partir, donc le SNGI permet aussi d'assurer à partir d'éléments incomplets ou partiellement erronés afin d'obtenir son NIR et son état civil. Donc, nous allons maintenant aborder le bilan d'identification des salariés ou BIS. À l'issue du dépôt d'une DSN, le bilan d'identification des salariés, le BIS, est un des premiers comptes rendus métiers reçus par le SLR. Quand le SLR dépose les informations au niveau du concentrateur traducteur DSN et que ces informations qui permettent de déposer la DSN pour vos établissements. À la suite de ce dépôt, des comptes rendus métiers sont reçus par les SLR et uniquement par les SLR. Donc, le BIS est un des premiers comptes rendus métiers reçus par le SLR. Alors, ce BIS, il sert à quoi? Il permet de vérifier
que l'ensemble des éléments transmis en DSN sont bien connus du système d'identification des assurés de la sécurité sociale, c'est-à-dire le SNGI dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, après chaque dépôt d'une DSN mensuelle, le système mettra à disposition un BIS dès lors qu'une anomalie est présente. En cas d'anomalie bloquante ou de discordance, les droits de l'agent seront retardés ou fragilisés, puisque les informations n'auront pu être transmises correctement aux organismes concernés. Effectivement, il y a le cas des NIR, provisoires, mais il y a aussi le cas des NIR qui sont KO. C'est-à-dire qu'il y a une erreur de saisie ou qui sont KO parce que ça ne correspond pas du tout aux informations du mois et du mois de naissance ou de l'année de naissance de l'agent. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le BIS peut être transmis par les SLR uniquement par eux. Ce ne sont pas les employeurs qui reçoivent le BIS, mais ce sont les SLR. Donc, si vous souhaitez l'avoir, c'est uniquement le SLR qui pourra vous le transmettre. Donc, pour en revenir à ce que nous avions évoqué tout à l'heure par rapport au NIR, il y a une importance, le NIR est très important, c'est parce qu'il permet de pouvoir identifier l'agent. Donc, c'est pourquoi, en premier lieu, le NIR doit être certifié. La certification des données d'identification des individus est un élément majeur du bon fonctionnement du système déclaratif. Cette certification permet la bonne remontée des taux personnalisés et actualisés de la DGFiP pour le prélèvement à la source, ainsi que la mise à jour des comptes de droit ouverts auprès des organismes de protection sociale dont relève l'agent en fonction de statut, c'est-à-dire en fonction de son statut. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai parlé des droits ouverts liés à la protection sociale, mais il n'avait pas été fait mention du prélèvement à la source, puisque la DSN porte également le prélèvement à la source. Un agent non reconnu ne pourra pas avoir son prélèvement à la source correctement bien identifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un agent qui a un NIR provisoire va se voir appliquer le taux barème, c'est-à-dire le prélèvement pour un célibataire sans enfant. Donc, si l'agent n'est pas reconnu, c'est le taux barème qui risque de lui être appliqué et non son taux personnalisé. Donc, il est donc nécessaire de corriger les NIR quand il y a des rejets pour des NIR erronés ou inconnus en priorité. L'enjeu est effectivement très important car les agents pourraient avoir leurs droits mal calculés. Si l'agent est totalement inconnu, celui-ci ne générera pas, il n'aura pas de droit ouvert. Et concernant le PASS, c'est l'application du taux barème. Donc, ce besoin de certification des données d'identité via le NIR implique la nécessaire mise à niveau de la qualité des NIR dans vos SI en amont du CTDSN. CTDSN, concentrateur, traducteur du DSN. C'est ce qui permet de traduire les données de paye pour pouvoir les transmettre ensuite à la norme DSN. Il convient donc de mettre en place un contrôle réalisé sur l'ensemble des données d'identité transmises dans le NIR, mais également le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le département de naissance et le pays de naissance. Alors, je vous ai mis également dans le chat les caractères interdits.
hein, l'affiche incontournable sur les caractères interdits, parce qu'il y a effectivement également des erreurs sur les caractères interdits, sur le nom, prénom, mais également sur les adresses, hein, des agents. Et ça, cela provoque des rejets et ça ne permet pas la bonne identification ou carrément, ça ne permet pas d'identifier les agents s'il y a un rejet sur s'il y a l'utilisation de caractères interdits. Donc, je le répète, en cas d'utilisation d'un NIR provisoire dans les applications de l'APSOP, l'agent est identifié par un numéro technique temporaire, un NTT, qui est généré par l'application CTDSN et qui est accompagné de toutes les informations possibles sur les éléments de naissance de l'individu dans les zones prévues à cet effet. Pour rappel, le NTT est donc une solution transitoire le temps que l'individu dispose d'un NIR reconnu par la sécurité sociale. Donc, pour rappel, le NTT est une donnée identifiante et structurante destinée au système déclaratif Passero et DSN uniquement. Le NTT n'est pas une donnée de gestion et ne permet donc pas l'ouverture des droits de l'individu auprès des organismes de protection sociale. Ça veut dire qu'un agent avec un numéro provisoire aura bien un prélèvement à la source qui lui sera effectué puisqu'il sera identifié sur ce numéro technique provisoire, mais au niveau du prélèvement à la source, il n'aura pas son taux personnalisé qui lui sera appliqué, mais le taux barème. Donc, pour un agent qui a des enfants, plusieurs enfants, ou qui a opté pour un taux personnalisé, par exemple, qui a opté pour que son taux soit inférieur et que le taux de son conjoint soit supérieur, si il a un NTT, ce taux personnalisé ne lui sera pas appliqué, ce qui veut dire qu'à la première paye, il risque d'avoir un prélèvement à la source qui ne correspond pas du tout à ce dont il s'attendait. Le Passero, c'est pour rappel le Passero, parce qu'il est dit dans cette slide, le Passero, c'est la déclaration du prélèvement à la source pour les revenus autres que ceux d'activité. Et le PAS, c'est le prélèvement à la source, donc l'impôt sur le revenu. Donc, vous avez dans ce tableau, dans cette slide, des exemples. Je grossirai un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu des exemples de rejet. Mais à l'issue du traitement de la DSN, donc comme je disais tout à l'heure, un bis est produit pour rectification dès lors qu'une anomalie est présente, bloquante ou non bloquante. Le contrôle effectué aboutit donc à un compte-rendu de traitement qui liste la liste des salariés reconnus et celle des salariés inconnus. Si aucune anomalie n'est présente, aucun lien ne sera présent pour le SCLR, mais la mention réussite du traitement sera proposée sur le tableau de bord du déclarant, c'est-à-dire le SLR. Et les anomalies détectées donnent lieu à correction du SLR pour pouvoir transmettre la DSN. Donc, je vais essayer de faire un zoom. Voilà, donc là, dans cet exemple, le salarié est reconnu, mais le nom de famille qui a été transmis est différent du nom de famille transmis dans le BIS après les contrôles. Donc là, voilà, ce sont des exemples de noms de famille qui sont inconnus et également des exemples de prénoms qui sont incomplets. Par exemple, dans le SIRH, il a été noté Céline,
et dans le BIS, il y a plusieurs prénoms, Céline, Amandine. Donc, il est impératif que lorsque vous preniez en charge un agent, de faire attention à leur état civil, de bien noter l'orthographe de l'état civil et également l'ordre de ou des prénoms que l'agent peut avoir. Voilà, donc il y a effectivement une discordance entre les différents noms de famille utilisés pour l'agent. Et là, c'est une différence dans les lieux de naissance. Voilà, là, ce sont quelques exemples. Là, l'agent est reconnu. Cela permet quand même d'avoir une DSN, mais elle n'est pas correcte parce que ces anomalies vont revenir tous les mois, donc il convient de pouvoir les corriger pour qu'il y ait une bonne correspondance au niveau des traitements. Cet exemple-là, le salarié est également reconnu. Les noms de famille sont différents, les prénoms sont différents. Et ensuite, on passe à 2 salariés qui sont inconnus. Alors, c'est marqué non bloquant, mais je ne comprends pas pourquoi, parce que pour moi, s'il est inconnu, il ne peut pas y avoir de DSN. Alors là, pourquoi? Parce qu'il n'est pas inconnu, parce que là, il n'y a pas de concordance avec le NIR. Le NIR n'est pas ça ne matche pas entre le NIR qu'il y a dans le SN, dans le système national d'identification et le NIR du SIRH. Là, il n'y a pas de NIR du tout. Là, c'est un numéro transitoire. Donc, effectivement, une DSN peut être transmise, mais uniquement, mais les droits de l'agent ne seront pas ouverts. Donc, je vais essayer d'enlever le zoom. Voilà. Donc, les anomalies qui ont été détectées donnent lieu à des corrections de la part de DSLR pour pouvoir transmettre une DSN, mais il conviendra également que vous retraitiez les informations dans vos SIRH pour que cette anomalie ne revienne pas chaque mois au niveau de la DSN. Vous trouvez dans ce tableau des modalités de correction des discordances qui ont été relevées sur le BIS. Donc, comme je vous ai dit, ces corrections sont apportées par les SLR pour le dépôt de la DSN, mais elles nécessitent une correction ensuite dans vos SIRH source et en paye pour ne pas retrouver l'anomalie tous les mois. Donc, comme exemple, si le type de discordance, donc là, je vais lire tout simplement ce qu'il y a sur la slide au cas où vous ne voyez pas bien ce qu'il y a marqué. Si le NIR est absent du SIRH, en d'autres termes, si un NIR provisoire est utilisé en amont du CTDSN et que le NIR du SNJ est présent dans le BIS, alors la correction est de faire un mouvement 80 pour paye, 155 pour ETR. ETR, c'est la paye des agents à l'étranger. Donc, faire un mouvement de 80 porteurs du NIR correspondant au SNJI, après avoir préalablement vérifié sa présence éventuelle dans le fichier documentaire agent. C'est-à-dire, le SLR va vérifier qu'il n'y a pas eu de mouvement 80 qui avait été motivé dans la paye pour pouvoir mettre le NIR définitif. Deuxième type de discordance. Si le NIR est absent du SIRH, en d'autres termes, si un NIR provisoire est utilisé en amont du CTDSN et que le NIR est absent du SNJI. Donc là, il faut signaler au gestionnaire, c'est-à-dire vous, le SLR va vous signaler que l'agent devra se rapprocher, il faut signaler au gestionnaire
pour qu'il puisse se rapprocher de l'agent afin que ce dernier se fasse immatriculer auprès de la CPAM dont il dépend et qu'il informe aussi dans les plus brefs délais, dès qu'il a reçu son NIR définitif, d'informer le gestionnaire RH de son immatriculation définitive. Troisième type de discordance, si le NIR est présent dans le SIRH et qu'il diffère de celui présent dans le BIS, alors la correction sera de signaler au gestionnaire qui devra se rapprocher de l'agent, qui devra fournir une copie de la carte vitale au gestionnaire, parce qu'effectivement, il peut y avoir, comment dire, des erreurs et qui peut être une erreur de saisie, et donc il faudra vérifier sur la carte vitale. Il se peut aussi qu'il y ait des erreurs, c'est assez rare, qu'il y ait des erreurs sur la carte vitale, et dans ces cas-là, l'agent devra quand même se rapprocher de sa CPAM pour vérifier qu'il n'y a pas eu une erreur au niveau de l'émission de sa carte vitale. Type de discordance. Donc, si le nom de famille présent dans le SIRH diffère de celui connu du SNGI. Donc là, c'est un mouvement 90, pourtant porteur du nom de famille connu du SNGI. Donc là, c'est pareil, il faudra faire la correction dans le SIRH. Donc, lors d'une prise en charge d'un agent, de bien vérifier que vous avez écrit le bon nom de famille de l'agent et pas le nom d'usage, notamment pour les épouses, ou alors quelqu'un qui a divorcé, qui a été pris en charge il y a très très longtemps, qui a changé de nom, ne vous l'a pas signalé, donc il peut arriver qu'en fait il y a une discordance parce que vous pensiez que c'était son nom de jeune fille, mais en fait non, c'était son nom d'épouse. Et dans ces cas-là, il y a une discordance avec les noms. Donc il faut avoir une attention bien particulière au niveau de l'identification de l'agent, au niveau des noms et des prénoms. Donc là, on en revient pour le nom, les prénoms, type de discordance en cas d'inversion nom-prénom. Effectivement, il faut bien faire une prise en charge ou vérifier que dans les SIRH, les prénoms sont bien dans l'ordre de l'état civil et qu'il n'y ait pas une inversion. Ou pour les noms composés, hein, les noms qui sont accolés, pareil, qu'il n'y ait pas une inversion. Il faut faire un mouvement, donc du coup, le SLR fera un mouvement 0 avec les informations dans le bon ordre, hein, ainsi qu'un mouvement 90 en cas de discordance sur le nom de famille. Et donc, vous, dans vos SLR, dans vos SIRH, il faudra que vous apportiez également la correction. Si la date de naissance utilisée en amont du CTDSN diffère de celle connue du SNGI, dans ces cas-là, il faudra faire un mouvement 00 avec la date de naissance connue du SNGI. Et si le prénom utilisé en amont du CTDSN diffère des prénoms connus du SNGI, il faut ne rien faire en cas de prénom commun, car le SNGI contient les données de l'état civil complet. Par contre, lorsqu'il y a un problème d'orthographe, il faut faire un mouvement 00 avec le nom usuel et le prénom orthographié dans le SNGI. Donc, Jean-Luc écrit de cette façon avec un tiret. Hop là, j'ai été trop vite, j'ai cliqué et c'est parti à l'autre slide. Donc, Jean-Luc écrit avec un tiret et non Jean-Luc avec un espace, par exemple, si le prénom composé est sur la même ligne. Donc, il est important de corriger les anomalies qui sont en rapport avec l'identification des agents, donc le NIR en priorité, mais également, comme je le disais tout à l'heure, le nom, le prénom, donc l'état civil complet,
et l'adresse. L'adresse aussi qui peut effectivement avoir des rejets, notamment, chose qui est interdite, c'est que les CEDEX sont interdits dans les adresses. Il faut que le code postal des adresses soit un code postal qui soit référencé à l'INSEE. C'est la norme Hexapost. Donc, le BIS retrace donc l'ensemble des anomalies ou des écarts qui ont été constatés entre les données DSN et le système national de gestion des identifiants, le SNGI. Comme je vous l'ai dit, ces anomalies doivent être corrigées dans le SIRH afin que l'erreur ne remonte pas chaque mois. Et ces anomalies peuvent être bloquantes ou non bloquantes. Donc, s'il n'y a pas d'anomalie, alors l'agent est correctement identifié, tout va bien, les données transmises en DSN sont les mêmes que celles qui sont connues dans la base. Par contre, si l'agent a bien été trouvé dans le système d'identification, mais que certains éléments contiennent des écarts. Par exemple, dans l'exemple ci-dessous, on retrouve une anomalie sur les prénoms. Dans le CTDSN, l'agent s'appelle Stéphanie. Dans le SNGI, l'agent s'appelle Stéphanie Marie-Claire. Le SIRH doit donc être modifié afin que l'erreur ne remonte pas chaque mois. Il faut que l'état civil complet soit remonté. Dans l'exemple ci-dessous, c'est dans les cas des lieux de naissance des lieux de naissance à l'étranger. Donc l'agent, dans ces cas-là, l'agent a été trouvé, mais il y a certains écarts. Et les cas les plus extrêmes, l'agent n'a pas été trouvé dans le système d'identification, c'est-à-dire dans le SNGI. Donc, ce cas correspond en règle générale aux agents déclarés en DSN sous un NTT, un numéro transitoire. Et donc, pour lesquels aucun NIR définitif n'a été communiqué. Donc, l'identification de l'agent n'est pas encore connue. Il convient donc de s'assurer, dans ce cas-là, que l'agent a bien effectué les démarches auprès de sa CPAM et, si ce n'est pas le cas, de lui dire qu'il doit au plus vite effectuer les démarches nécessaires auprès de sa CPAM, c'est-à-dire de se rendre à la caisse primaire d'assurance maladie de rattachement munie de 2 pièces d'état civil. Voilà, donc ce que je pouvais dire au niveau de l'identification, les blocs, l'identification de l'agent, donc c'est le bloc 30 en DSN et il y a des rejets importants sur l'identification des agents et il faut apporter une vigilance particulière sur l'identification, le NIR, l'état civil, l'adresse, etc. Donc, nous allons maintenant aborder, pour vous donner un exemple d'exploitation des données DSN, parce que les données DSN, ça sert pour le prélèvement à la source, mais ça sert également pour les organismes de protection sociale, pour des ouvertures de droits. Et là, nous allons donc vous exposer, vous donner un exemple très précis et très concret des exploitations des données qui sont transmises dans les DSN et qui sont utilisées par l'État. Donc, c'est le dispositif de ressources mensuelles, le DRM.
Donc, le dispositif de ressources mensuelles communément appelé DRM a été développé à l'occasion du projet de réforme des aides au logement et il est porté par la Direction de la Sécurité sociale. Il a été mis en production courant 2009 dans la sphère sociale en lien avec la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le DRM est alimenté par les données de la déclaration sociale nominative, de la DSN, donc à la fois issues des flux DSN et Passereau, le prélèvement qui comprend le prélèvement à la source. Il constitue un dispositif technique qui permet d'agréger un ensemble de données qui sont essentiellement les ressources. Donc, il agrège un ensemble de données à la maille individuelle, c'est-à-dire le NIR. Ces données sont ensuite restituées à des opérateurs en fonction de leurs besoins et à une fréquence régulière ou en temps réel, donc en fonction de leurs besoins, selon un système d'abonnement ou d'interrogation ponctuelle qui assure donc la restitution de données à une fréquence régulière ou en temps réel. Alors, quelles sont les finalités poursuivies par ce dispositif? Le DRN regroupe les données de salaire et de revenus de remplacement de l'ensemble de la population et il doit permettre de répondre à des enjeux de modernisation de la délivrance des protections sociales, d'amélioration du recouvrement, de lutte contre la fraude et d'une meilleure maîtrise budgétaire. Les projets qui s'appuient sur ce dispositif s'inscrivent donc pleinement dans la mise en œuvre du principe « dites-le-nous une fois » et permettent ainsi d'alléger, voire de supprimer les démarches déclaratives des usagers tout en sécurisant, en les collectant à la source, les données utiles au calcul des droits aux prestations. Je vous rappelle que la DSN arrive dans vos établissements au 1er janvier 2022, mais elle a déjà été mise en œuvre dans certains établissements publics de l'État, mais dans certaines fonctions publiques, et elle existe déjà dans le privé depuis plusieurs années. Donc, quelles sont les utilisations du dispositif des DRM déjà mis en œuvre, en cours ou envisagées, et quelles sont les données sur lesquelles elles s'appuient? Alors, premièrement, l'utilisation par le répertoire national commun de la protection sociale, le RNCPS. Ce qui permet de remplir progressivement l'obligation prévue par la loi d'afficher les montants des prestations dans ce référentiel. Deuxièmement, l'utilisation par le portail numérique des droits sociaux, le PNDS, ce qui permet de restituer à l'ensemble des assurés sociaux les informations relatives à leur salaire et aux principales caractéristiques de leur contrat de travail dont dispose la sphère sociale, c'est-à-dire en les affichant dans l'espace personnel et sécurisé du portail. Depuis fin août 2019, les salaires sont issus des déclarations Passereau. Les salaires issus des déclarations Passereau sont également affichés à l'usager. Grâce à cette transparence sur les montants de leurs ressources et leurs situations qui ont été déclarées par les différents verseurs de revenus et qui sont destinés à être prises en compte par les organismes sociaux pour l'ouverture de droits sociaux, c'est-à-dire la retraite, les indemnisations en cas de maladie, etc., chaque assuré est désormais en mesure
de vérifier que ces informations ont bien fait l'objet d'une déclaration sociale exacte et, le cas échéant, de faire rectifier les éventuelles inexactitudes qu'il pourrait constater. Troisièmement, le DRM est utilisé, les données sur lesquelles s'appuie le DRM, pour l'utilisation pour le service des prestations sociales, avec une première application prévue dans le cadre de la réforme des aides au logement. Dans le cadre de la démarche de modernisation de la délivrance des prestations sociales et de rénovation de la relation aux usagers, les ressources du DRM pourront être directement prises en compte sans nécessité d'interroger la personne pour le calcul des prestations soumises, à condition de ressources par les organismes qui les gèrent. Ainsi, le fait de s'appuyer sur des données déclarées mensuellement par les verseurs de revenus permet de calculer les droits à prestations sur des données fiables et plus récentes, ce qui permet une meilleure réactivité et une adaptabilité du montant des aides à la situation réelle des allocataires. Et enfin, pour finir, le DRN est utilisé pour la mise en œuvre de la mesure de revalorisation des pensions. Ainsi, la mesure visant à appliquer début 2020 une revalorisation différenciée du montant des pensions de retraite ou d'invalidité en fonction du montant cumulé des pensions perçues par un retraité a pu être mise en œuvre grâce aux données du DRM. Lors de la première étape, la CNAV a récupéré des montants nets fiscaux mensuels correspondant aux retraites déclarées par les caisses dans le passereau et a pu déterminer le taux de revalorisation applicable à chaque pensionné. Ce taux a ensuite été communiqué mi-décembre 2019 aux différentes caisses de retraite concernées pour application à la pension versée début 2020. Lors de la seconde étape, la CNAV a prévu de se baser sur les montants bruts des pensions déclarées dans passereau par les caisses de retraite depuis 2020 pour déterminer un nouveau taux de revalorisation. Il servira à la régularisation éventuelle du taux de revalorisation appliqué initialement par le caisse de retraite. Donc, cet exemple très concret de la dispositif de la DRM qui vous concerne en partie et qui concerne également les pensions de retraite, est juste pour vous permettre de comprendre que la DSN va permettre d'ouvrir des droits, mais va permettre à terme de pouvoir améliorer via le flux déclaratif des données mensuelles énormément de données qui seront ensuite utilisées par différents organismes. Donc, c'est pour ça que il est important maintenant de retenir le fait qu'aujourd'hui, on fait la paye d'un agent, mais pas que. On fait la paye d'un agent, mais on fait aussi sa déclaration DSN parce que ça a un impact sur ses droits ouverts ou pas. Et sous l'ouverture de ces droits, ça a un impact sur le prélèvement à la source et ça aura un impact à terme sur diverses données qui seront à terme utilisées. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce deuxième atelier qui était un petit peu plus, un petit peu moins concret, puisqu'il est vrai que le SIRET, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. Par contre, l'identification de l'agent, c'est quelque chose qui doit être absolument primordial et pris en compte dans vos SIRH pour avoir une DSN correcte et s'assurer que les agents ont une ouverture correcte de leurs droits au niveau des organismes, différents organismes de protection sociale.
Donc, le prochain atelier aura lieu le mardi 6 juillet. Donc, les inscriptions sont déjà ouvertes. Bon nombre d'entre vous sont déjà inscrits à cet atelier, mais les inscriptions sont encore ouvertes. Je vous rappelle que tous les ateliers sont enregistrés, donc ils sont disponibles en replay, que les supports sont également disponibles. Sur le site AMU, sur l'espace dédié, donc vous avez le lien DSN, donc il y a toutes les fiches des incontournables, il y a tous les documents liés à la DSN. Chose très importante, c'est que j'ai mis également la FAQ interministérielle à jour, la FAQ interministérielle suite aux questions qui sont posées par osmose par les ministères. Donc, j'ai mis à jour la FAQ qui est sur le site, donc qui annule et en place celle qui avait été mise à jour. Et il y a également à disposition sur le site, dans la partie de l'auto-formation, un deuxième module d'auto-formation en e-learning, dans la partie e-learning, un deuxième module d'auto-formation qui est mise en ligne, donc qui est plus, comment dire, dédié paye. Donc, il est un peu plus long que le premier, il me semble. Donc, vous pouvez y accéder. Il est disponible en auto-inscription. Alors, comme je vois une question, si j'ai pu avoir les réponses aux questions posées lors du premier atelier, comme je l'ai dit en début de séance, j'ai mis à disposition sur le site les questions qui ont été posées lors de la webconférence du 6 avril. C'est désormais disponible. J'ai reçu ce matin, ça m'a été transmis hier soir, mais je les ai reçus ce matin, juste avant l'ouverture de l'atelier, les réponses, une partie des réponses que vous avez posées lors du premier atelier. Il faut donc que je les traite et je pense et j'espère pouvoir les mettre en ligne d'ici la fin de la semaine. Donc, je vais bien prendre en compte toutes les questions que vous avez posées dans le chat pour pouvoir les traiter, les partager avec le CISIR et obtenir des réponses assez rapides. Je les mettrai également en ligne. Je pense faire d'ici cet après-midi ou plutôt demain matin, une information sur la liste Cordopaye pour indiquer toutes les nouveautés qui sont sur le site DSN. Je vous remercie pour votre attention pour cet atelier. Je vous donne rendez-vous pour le troisième atelier et le dernier atelier avant l'été. J'envisage de faire un autre atelier à la rentrée universitaire. Je vous demanderai donc lors du troisième atelier à quelle date, je vous proposerai des dates pour que vous me disiez, pour que vous puissiez me dire à quelle date vous souhaitez faire ce troisième atelier pour que ce soit en cohérence avec le calendrier de la paye d'une part et en cohérence également avec la rentrée universitaire qui est très chargée. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup et bonne journée.